Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde qui a été préalablement enregistré. Mais alors vous n'aurez rien perdu parce qu'on va traiter d'un sujet où la tension mondiale n'aura cessé de s'accroître lorsque cette émission va passer. Nous serons à ce moment-là à 3 malheureux jours du résultat, parce qu'on sait aux États-Unis que l'on commence à voter déjà bien avant et qu'on aurait d'ailleurs peut-être quelques premières indications dont on parlera éventuellement avec notre invité principal aujourd'hui. Le sujet, vous l'entendez, vous l'avez bien compris, c'est les élections américaines. Les élections 2024, 5 novembre, on n'imaginait pas que ça pourrait arriver aussi vite, finalement. Lorsque les élections ont débuté, il y a eu toutes ces séquences avec le vrai faux départ de Biden. Sleepy Joe a fait un petit tour de piste et puis finalement, on l'a aidé d'ailleurs à renoncer à sa nouvelle candidature, à la possibilité de reconduire son mandat. Voilà, ça c'était pour planter le décor. Je remercie bien évidemment à la technique, Claudia, pour cette réalisation. Et bonjour Claudia. Nous aurons aussi, pour interroger notre invité principal, vous commencez à bien le connaître. Et d'ailleurs, il déborde des livres journaux de géopolitique profonde, puisqu'on l'entend aussi dans les livres journaux de la résistance française maintenant. Il n'arrête pas d'être en lumière, même si ce n'est pas nécessairement la chose qu'il aime le plus. C'est Raphaël Beslu, le directeur de la publication de Géopolitique Profonde TV. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, et bonjour évidemment à tous les auditeurs de Radio. Et voilà, notre invité est quelqu'un qui s'est fait connaître au travers un magazine que beaucoup connaissent sur Radio Courtoisie, qui est le magazine Causeur, à travers une série d'articles extraordinairement bien documentés, qui permettent de donner un éclairage sur la réalité du système électoral américain avant ces élections. On pensait tout savoir sur ce système qui est un peu bancal, mais alors en fait, on n'était pas à l'abri de nos surprises. Cet invité prépare d'ailleurs, parce que c'est une somme, un livre et peut-être avec plusieurs tomes, je ne sais pas, on va lui demander, sur justement le système électoral américain, digne, en tout cas, c'est le titre de cette émission, toujours un peu provocateur, digne d'une république bananière, la plus grande démocratie du monde. Serait en fait un système électoral et qui pluriel, multiple et qui permettrait justement, ça va être aussi la problématique de cette émission, permettrait la fraude. Déjà, je le salue. Bonjour David Laine. Bonjour et merci de m'avoir invité. Journaliste. Vous êtes multi-casquette, mais en tout cas, on vous a découvert depuis quelques semaines au travers le magazine Causeur, en tant que vous êtes chef d'entreprise aussi, je crois. Oui, aussi, je dirige une PME. Et je prépare, comme vous l'avez dit, un livre sur l'histoire des fraudes électorales aux États-Unis. Ça remonte jusqu'au 19e siècle. Et au fur et à mesure que j'ai étudié le sujet, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de documentation, tellement d'articles dans des revues universitaires et de livres et d'articles dans des journaux d'époque que le livre s'est accru et a priori pour le moment je pense faire ça en 3 tomes, un tome pour les fraudes au 19e siècle, un pour les fraudes au 20e siècle et un pour les fraudes et les failles de sécurité au 21e siècle. Sachant que, est-ce que ça va crescendo? Est-ce que le 21e siècle a été un bouquet final extraordinaire? Non, alors, 2016, 2020, surtout 2020? Les fraudes sont en fait de plus en plus dissimulées. Parce qu'au XIXe siècle, les fraudes étaient extrêmement visibles dans le sens où, après la guerre de sécession, lors de laquelle, à l'issue de laquelle le président républicain, le premier président républicain de toute l'histoire, Abraham Lincoln avait abrogé l'esclavage, enfin voté par en majorité par des législateurs républicains. Les démocrates des démocrates du Sud, certains démocrates du Sud avaient créé une organisation tristement célèbre, le Ku Klux Klan, et ils s'étaient mis à massacrer les Noirs les semaines précédant les élections pour leur faire peur et les pousser à ne pas voter. Donc là, c'était quand même très visible. Tradition démocrate, donc, que de jouer sur le collège électoral, sur le corps électoral. Voilà, alors justement, en fait, ces intimidations massives des Noirs
ont permis aux démocrates de créer ce qui a été appelé le Solid South, c'est-à-dire le Sud solide, c'est-à-dire les 13 États sécessionnistes, ex-sécessionnistes après la guerre de sécession, étaient tous des États du Sud des États-Unis, le Sud-Est, maintenant que les États-Unis sont étendus jusqu'à la Californie, et ces États sécessionnistes, dans ces États sécessionnistes, les démocrates du Sud, qui n'étaient pas toujours d'accord sur tous les plans avec les démocrates du Nord, bien entendu, mais ont créé donc, le Ku Klux Klan et d'autres organisations, comme par exemple la White League, Ligue blanche, les Chevaliers du Camélia blanc, les Red Shirts, donc les chemises rouges, qui étaient tous des organisations paramilitaires qui massacraient les Noirs avant les élections. Et quand on regarde l'histoire des émeutes et des massacres aux États-Unis, on se rend compte que, en gros, de 1865 à 1900, 1910, il y a eu de tels massacres. Ça se chiffre quand même en dizaines et dizaines de massacres avec 50, 100, 200 Noirs tués. Les semaines précédant les élections, pour leur faire peur et les pousser à ne pas voter. Le temps s'est écoulé entre le Black Lives Matter d'aujourd'hui et l'époque et le Sud qui était d'ailleurs plutôt, et après je vous laisserai conclure là-dessus, mais juste une petite insiste pour dire que, à vous entendre, le Sud des États-Unis était plutôt démocrate. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est pas plutôt, était totalement démocrate, et aujourd'hui, que ce soit le Texas, que ce soit la Floride, ce sont les républicains. On parlera peut-être du Texas à un moment donné, justement. Le Sud n'était démocrate que parce que les démocrates, grâce à ces intimidations massives, excluaient les Noirs, qui étaient majoritaires dans les États du Sud, et les Noirs ne votant pas, évidemment, il ne restait plus que les démocrates blancs, les Blancs qui étaient quasiment tous démocrates. Les Blancs républicains se faisaient massacrer aussi, il faut bien savoir. Les rares Blancs républicains, qui étaient des responsables électoraux, étaient eux aussi massacrés. Mais la majorité des gens massacrés étaient les Noirs, puisqu'ils étaient majoritaires. Et les Noirs, après la guerre de sécession, votaient à environ 95% républicains, puisqu'évidemment, ils voulaient remercier le parti qui les avait libérés de l'esclavage et donné le droit de vote. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite anecdote pour montrer jusqu'où ça allait, pendant certaines élections dans le Sud, dans le Mississippi, les démocrates retors avaient mis, par exemple, des bureaux de vote sur des îles dans le delta du Mississippi. Ils y allaient, eux, avec une barque, ils mettaient la petite cahute où il y avait, les gens devaient donner leur bulletin de vote, et il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Et les Noirs, qui étaient souvent très pauvres, ils n'avaient pas de barque. Donc il y a eu un certain nombre de Noirs qui arrivaient à la nage, parce qu'ils voulaient absolument voter pour les républicains, les remercier de les avoir libérés. Et il y a des cas documentés de certains Noirs qui sont morts en allant voter à la nage dans les bureaux mis sur les îles par les démocrates pour pousser les Noirs à ne pas voter. C'était tellement compliqué pour y aller. Donc, c'est une anecdote, mais ça montre le degré, c'était vraiment très visible, quoi, là, c'était pas caché. David Leyne, on va recontextualiser l'ensemble de cette émission, puisqu'on est à quelques jours maintenant du résultat des élections, qu'on vote depuis un certain temps. Vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi, toutes les bizarreries de ce système, qui est un système extrêmement défaillant, et tout le monde le reconnaissait. Vous citez dans un de vos articles, je crois, Jimmy Carter, tout le monde reconnaissait que, de toute façon, on avait un système qui laissait passer la fraude, qui était tout sauf digne de ce qui est censé être une grande démocratie, les États-Unis d'Amérique. Mais à partir de 2020, et de ce que moi je pense être, mais vous avez une perspective ou plus historique et scientifique que la mienne, donc vous allez certainement modérer ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a eu des fraudes massives en 2020 qui ont empêché Donald Trump à ce moment-là de se faire réélire. C'est un point de vue personnel, c'est une intuition plus d'ailleurs que des preuves, puisque des preuves, il en manque peut-être encore aujourd'hui, et les républicains et Donald Trump lui-même n'a pas réussi à démontrer, en tout cas totalement sur le plan juridique, la fraude, même si on l'intuite très fortement. Mais à partir de 2020, David Leyne, terminé. Ce qui était reconnu de notoriété publique, c'est-à-dire que de toute façon c'est un système nul, complètement décentralisé au niveau du comté, au niveau de l'État, avec un droit complètement, vous allez nous l'expliquer, différent d'un État à un autre, d'une ville à une autre. Ce qui était admis, tout d'un coup, tabou, silence radio. Comment il y aurait des problèmes de défaillance du système électoral américain? Mais vous êtes un complotiste, monsieur, journaliste, qui faisait de l'investigation. Ils devraient être les premiers des complotistes. Eh bien, ils sont les premiers à nous dire aujourd'hui, silence, il n'y a rien à voir. Donc j'imagine que votre travail, il est d'autant plus salutaire aujourd'hui, David Leyne, que eh bien, vous franchissez, vous brisez, vous voulez briser ce tabou. Alors en fait, la fraude directe, on ne peut pas la prouver, puisque par définition, si un bulletin frauduleux est introduit dans un décompte, dans des urnes, il est trop tard.
On peut avoir des idées, on peut montrer surtout, moi c'est surtout mon but, montrer qu'il y a tout un nombre de failles de sécurité dans chaque mode de vote utilisé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, à l'inverse de la France, on vote d'innombrables façons différentes. On pourra peut-être y revenir après. Je peux vous faire une petite liste qui est inédite en France sur les modes de vote absolument absurdes qui sont utilisés aux États-Unis. En France, c'est simple. On vote avec des bulletins en papier qu'on met dans une urne transparente. Ces bulletins restent visibles pendant toute la journée et le soir, on ouvre l'urne et on décompte en public les bulletins et on compare le nombre de signatures, le nombre de bulletins, etc. Donc c'est clair, c'est simple. Et on vérifie l'identité des gens. On vérifie l'identité des gens quand ils arrivent, on vérifie la signature, ils doivent signer la liste d'émargement après avoir mis le bulletin, etc. Donc c'est quand même simple et très, quand même, comparé à la majorité des États de la planète, très sécurisé. Aux États-Unis, ils ont un nombre de votes absolument incroyable. Ce qui a fait dire, rebondis sur ce que vous disiez au début, à Jimmy Carter, interrogé en 2004 par la radio publique nationale américaine, National Public Radio, il a déclaré, le journaliste lui demande en badinant, écoutez, vous qui envoyé, parce qu'après avoir été président des États-Unis de 1976 à 1980, Jimmy Carter a créé un centre, la Fondation Carter, le Carter Center, je veux dire, qui a envoyé des équipes d'observateurs observer les élections dans 40 pays différents au cours des 30 années suivantes, et ils y ont observé 115 élections. Et la journaliste lui demande, sur la radio publique nationale américaine, est-ce que vous accepteriez de vérifier les élections américaines, en pensant qu'il va dire « non, elles sont tellement bonnes ». Et Carter de répondre « si les États-Unis étaient un pays étranger qui me demandait de surveiller des élections, je serais obligé de refuser parce que le système électoral américain n'est pas à la hauteur des normes internationales. » C'est Jimmy Carter, ex-président démocrate, qui déclare cela. Et la même année, Carter et l'ex-ministre des Affaires étrangères, James Baker, qui était un républicain, ont créé une commission conjointe et leur rapport, remis en 2005 sur le système électoral américain, déclare qu'il ne peut pas inspirer confiance au public car il ne contient aucune garantie pour dissuader ou détecter les fraudes. Je cite. Tout est dit. Donc eux-mêmes l'ont dit. Oui. Alors vous dites qu'en 2020, donc j'avance vers 2020, tout d'un coup, c'est vrai, l'élection de 2020 a été déclarée la plus sûre de toute l'histoire. Bien sûr. Alors ça, évidemment, c'est une grosse blague, parce que en 2020, le vote par correspondance a été très massivement étendu. C'était une chose que les démocrates essaient de faire depuis longtemps. Sous prétexte de coronavirus, ils ont dit, comme il y a des risques de transmission du coronavirus, il faut absolument étendre massivement le vote par correspondance. Ça a été étendu à plus de 30 États. Et or, on sait que le vote par correspondance, et on peut y revenir après, si on a le temps ou si vous le voulez, est extraordinairement dangereux. C'est pas très difficile de comprendre que si on envoie des bulletins de vote par la poste, ils peuvent être détournés, subtilisés, détruits, éventuellement modifiés. Donc, c'est très dangereux. Ensuite, les personnes qui, à domicile, remplissent ce bulletin de vote, elles peuvent être soumises à des pressions, des chantages, des achats de vote. Contre de l'argent ou contre un avantage en nature ou contre un avantage par la municipalité, un meilleur bâtiment, logement ou autre. Bon, donc il y a énormément de failles. En plus, aux États-Unis, un certain nombre d'États autorisent le ballot harvesting, c'est-à-dire la récolte des bulletins de vote. Donc des organisations indépendantes, enfin politiques, mais non liées aux électeurs, ont le droit d'aller démarcher des électeurs pour leur demander leur bulletin de vote, et ils les rapportent au bureau de vote. Vous imaginez bien le problème. Ces gens peuvent faire pression, encore une fois, récolter des bulletins, ou éventuellement modifier les bulletins, ou jeter les bulletins de quartier, par exemple, s'ils vont dans un quartier qui a voté à l'élection précédente à 70% républicain. Et si c'est une équipe de démocrates, ils peuvent jeter les bulletins de vote, parce que 70% d'entre eux sont républicains. Alors 30% qui vont jeter seront des démocrates, mais ils évitent détruisent majoritairement des bulletins républicains. Donc, en tout cas, que l'on ait de preuves ou non qu'il y a concrètement eu de telles fraudes, il y a des failles énormes. Et évidemment, si l'on est sérieux, il faut minimiser les failles, comme en France, on le fait. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des failles énormes, et les démocrates s'opposent à la sécurisation des élections. C'est ça, ils s'y opposent pleinement. On l'a vu encore dernièrement sur un juge
Alors vous avez peut-être fait la recherche de ce juge, je crois que c'est sur l'État de Géorgie, qui dit non, il n'y a pas besoin de recompter le comptage des machines, ce n'est pas nécessaire. Systématiquement, on nous explique, non, je crois que c'est l'idée que le droit de vote est un droit absolu et que c'est assez fallacieux et hypocrite, et rien ne doit l'entraver d'aucune façon, même pas vérifier une identité. Voilà, alors en 2020, le grand leitmotiv des démocrates était « count all the ballots », c'est-à-dire compter tous les bulletins. Et les républicains répondaient « count all the legal ballots », compter tous les bulletins légaux. Donc il y a une nuance quand même importante, non négligeable. Alors, par exemple, si on parle de la vérification de l'identité des électeurs, en France, pour nous c'est évident, on présente une pièce d'identité avec photo. Aux États-Unis, figurez-vous que dans 14 États, il n'y a aucune obligation on ne présente aucune pièce d'identité de quelle sorte que ce soit pour voter. Donc c'est quand même déjà assez intéressant. Dans seulement 12 États, une pièce d'identité avec photo est obligatoire. Dans les autres États, c'est une pièce d'identité sans photo, ou alors la présentation de la pièce d'identité est facultative, elle est laissée au bon vouloir du responsable électoral. Et dans les 12 États, j'ai découvert en faisant ces articles pour Causeur que, en fait, l'obligation stricte de présenter une pièce d'identité pour voter n'existe que dans 3 États réellement, parce que dans les 9 autres États, des 12 États que j'ai mentionnés, où il faut présenter une pièce d'identité avec photo obligatoirement, en réalité qu'en théorie, dans 9 des 12 États, si pour motif religieux vous invoquez votre refus d'être photographié, vous pouvez voter sans présenter une pièce d'identité, bien que ce soit obligatoire en théorie. Donc il reste que 3 États uniquement, où il faut absolument présenter une pièce d'identité avec photo et on ne peut pas y échapper, sinon vous ne pouvez pas voter. 3 sur 50. 50 États, on n'en a pas dit avant. Voilà. Et alors, pour montrer à quel point... Alors, l'écrasante majorité des Américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, sont en faveur de cette obligation. Les électeurs démocrates aussi, un peu moins que les républicains. En gros, les républicains disent à 80% qu'il faut absolument présenter une pièce d'identité. Les démocrates disent à 65-70% qu'il faut présenter une pièce d'identité avec photo pour voter. Donc il y a un consensus. Le problème, c'est les responsables démocrates. Alors la question est pourquoi les responsables démocrates s'opposent-ils à l'obligation de présenter une pièce d'identité ? Oui. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison, a priori, sauf si on veut éventuellement favoriser la fraude par certaines personnes. Et par certaines catégories, éventuellement, des sans-papiers, des clandestins. Voilà, pourquoi pas ? Alors ça, on peut y revenir après, pour parler des listes électorales, mais si je termine sur les présentations de pièces d'identité, ça va à un tel point que récemment, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé une loi interdisant formellement à tout bureau électoral de Californie de demander une pièce d'identité quelle qu'elle soit aux électeurs. Alors la Californie était un des 14 États... Sous peine de... Non, c'est interdit, c'est tout, il n'y a pas de tribunaux, peine. Non, non, bah oui, enfin c'est interdit, je ne sais pas quels sont les... C'est le revers, en tout cas, c'est l'inverse de ce qu'on connaît nous. Normalement, essayer de tricher sur son identité vous crée des ennuis. Là, ce serait plutôt le fait de demander... France, en fait, je ne sais même pas s'il y a eu des gens qui ont réussi à voter en fraudant sur leur identité, ou alors c'est qu'ils ont un faux état civil. Et alors ça, c'est possible. Peut-être que des trafiquants de drogue ont un faux état civil, et dans ce cas-là, c'est plutôt une question d'état civil. C'est pas, la fraude n'a pas été a priori organisée c'est pas pour voter qu'ils ont modifié leur état civil. Mais aux États-Unis, donc, la Californie est un des 14 États où les gens votent sans présenter de pièce d'identité, c'est-à-dire qu'il y avait une absence de loi demandant une pièce d'identité. Et là, Gavin Newsom signe une loi qui dit il ne faut pas de pièce d'identité pour voter. Donc c'est une étape supérieure. Et pour quelle raison a-t-il signé cette loi ? Je termine juste sur ça. Justement. C'est parce que des comtés dans le Orange County, qui est le comté le plus républicain, enfin quasiment un des seuls de Californie, avaient voulu introduire cette obligation de présenter une pièce d'identité lors des élections fédérales, bien que ce soit chaque État qui crée ses propres lois électorales. Donc bien que cette obligation n'existait pas en Californie, eux, ils ont voulu l'introduire. Et donc les démocrates ont voté une loi que Gavin Newsom a signée, qui dit « J'interdis strictement partout en Californie qu'on demande une pièce d'identité pour voter ». Merci David Laine. On va peut-être donner l'occasion, une première fois dans cette émission, donc sur le système électoral américain, digne d'une république bananière, avec notre invité principal qui est donc David Laine et qui a commis plusieurs articles
dans la revue Causeur qui sont extrêmement éclairants. C'est un expert et il prépare un livre justement sur ce sujet. Et ça remonte puisque il débutera le livre sur le 19e siècle. Donc c'est pas nouveau tout ça. Peut-être Raphaël Beslu, donc le directeur de publication de Géopolitique Profonde, c'est un moment de nos échanges où vous voulez peut-être intervenir. Oui, tout à fait. Bon, déjà, bien évidemment, c'est une explication très claire et très juste des failles qu'il y a dans le système électoral américain, qui souhaitent évidemment être exploitées par le Parti démocrate. L'exemple du gouverneur de Californie est vraiment frappant. C'est-à-dire, encore une fois, hein, soyons vraiment très clairs, il est interdit de présenter une pièce d'identité, hein. On est au-delà de, il n'y a pas besoin de présenter, il est interdit de présenter une pièce d'identité. Le sens est plutôt profond. D'ailleurs, l'argument qu'il y a derrière, qui a été repris par Kamala Harris, est très mal reçu. De toute façon, avec la discussion, on pourra parler aussi de l'évolution de la course, hein, dans les sondages et les intentions de vote. On a Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, la justification, reprise donc aussi par Kamala Harris, c'était de pouvoir favoriser les personnes avec des handicaps, les personnes de couleur, les personnes qui pouvaient aussi avoir très peu de revenus, en fait, d'avoir le moins d'obstacles possible pour voter. Ce qui est une phrase qui n'a pas vraiment de sens, qui n'est pas C'est fallacieux. vraiment très claire. Et d'ailleurs, l'argument précis qui a été donné par Kamala Harris, qui à chaque fois qu'elle s'exprime, malheureusement, nous livre des petites perles de non-sens. On parle d'ailleurs de World Salad aux États-Unis. Et ben en fait, elle nous a expliqué, c'est parce que les Américains n'ont pas d'imprimante. Donc, ils ne peuvent pas imprimer de papier. Voilà. Ensuite, je voudrais rebondir sur un point pour faire quand même une petite, apporter un petit ajout. C'est-à-dire, oui, il était avant beaucoup plus visible, c'était plus facile de détecter les fraudes électorales. Cependant, pour 2020, la fraude était clairement visible en direct. Il faut quand même se souvenir de ça. Souvenez-vous, par exemple, de l'Arizona, les scores de l'Arizona que nous pouvons voir en direct. On a pu voir, suite au vote électronique, un changement radical qui va contre les logiques en fait de comptage de voix où en fait on voit Mais une non, sorte de vous n'avez différence pas compris, algorithmique. Raphaël. Les machines préfèrent les démocrates, comme on le sait en Et France, les machines bien préfèrent évidemment, Emmanuel Macron. Bah, bien évidemment, et c'est c'est là le point subjectif, où mais je veux c'est en comme ça. venir. C'est le point où je veux en venir. On est dans une période aujourd'hui où chaque citoyen peut être un journaliste. Chaque citoyen a un smartphone et a internet. D'accord? Donc on peut faire de la captation d'images. Captation d'images aujourd'hui, évidemment, qui peut toujours être difficile à sourcer ou en tout cas à vérifier la véracité des vidéos, la datation, et cetera. Cependant, on peut quand même avoir énormément d'informations données par de nombreux citoyens. Et ce que l'on a observé, c'est qu'il y avait beaucoup de partages de vidéos sur les fameuses défaillances. C'est-à-dire, par exemple, le bourrage d'urnes, les problématiques sur les bureaux de vote où on pouvait voir en fait des opacités, c'est-à-dire des problématiques de personnes, de certains surveillants qui ne pouvaient pas être présents quand ils étaient républicains ou autres. Eh bien, le problème que l'on a eu, c'est que alors qu'on a des outils pour pouvoir diffuser clairement de l'information sur le terrain, partout dans le monde, ou en tout cas partout aux États-Unis, eh bien, on a eu une augmentation drastique de la censure en fait sur les réseaux C'est sociaux. vrai, ouais. Il faut se souvenir de ça, c'est qu'il y a eu une C'est vrai. interdiction totale de partager des informations, notamment sur Twitter qui est devenu X. Et d'ailleurs, je pense que ça pourra amener un gros changement. Il y en a de nombreux changements, hein, sur cette course au présidentielle. Mais en tout cas, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il était interdit de partager la Et de, moindre vidéo. Ça et de n'aura que de rappel contester politique. avant les élections le vote par correspondance. Ils l'ont Tout à reconnu, fait. hein, que ce soit Facebook ou que ce soit Twitter, avoir censuré massivement tous les posts qui déploraient l'excès de vote par correspondance. Des Tout à millions fait. de tweets, je crois, ont été supprimés. Oui, et ainsi que des comptes, bannis. Et dernier point avant de redonner la parole à David Laine, c'est aussi sur la fameuse notion du fait de vouloir contester les résultats des élections et le recomptage des voix. Il faut savoir en fait qu'il faut toujours préciser dans quelle période nous étions lorsqu'il y avait une demande de recomptage de voix ou non. Pourquoi aujourd'hui Donald Trump ainsi que les équipes républicaines ne parlent plus des élections, des résultats des élections de 2020? C'est parce que comme on est dans une course avec des élections qui vont arriver, si vous expliquez à votre électorat que les élections sont truquées, eh bien, vous réduisez les chances pour que, tout simplement, votre électorat ne se déplace, enfin, se Il faut déplace pour éviter de voter pour vous. démotiver son électorat, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il y a eu des contestations suite aux élections. Mais souvenez-vous aussi des opérations diverses, donc qu'on pourrait appeler de subversion, qu'a pu subir Donald Trump, notamment l'affaire du Capitole ou autre. C'est-à-dire qu'après, Donald Trump s'est fait vivement attaquer par ce qu'on peut appeler directement l'État profond pour l'occuper et l'empêcher de pouvoir s'exprimer. Cependant, en tout cas, c'est juste le petit point que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est que là, à l'approche des élections,
Si on parle beaucoup moins du résultat des élections de 2020 aussi, c'est parce qu'il y a une stratégie électorale derrière. Il faut prendre ça en compte. Si vous expliquez à votre électorat que les élections sont truquées, ils ne vont pas se déplacer. Donc c'est pour ça qu'il y a une réduction simplement de la communication, hein. C'est vraiment juste là le point que je souhaite mettre en avant. Voilà. Et je Merci. redonne la parole évidemment à David. Merci Raphaël. David Lenz. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. Par exemple, il faut aussi rappeler que Donald Trump a dénoncé les failles du système de sécurité américain et qu'il a même pris exemple sur la France dès son discours fait en novembre 2020, donc en fin novembre 2020, 2-3 semaines après l'élection présidentielle de 2020. Il s'exprime à la Maison-Blanche et il déclare qu'il faut absolument que les États-Unis reviennent au vote avec des bulletins en papier, compter uniquement le jour même de l'élection, donc plus de vote par anticipé, pas de vote par correspondance, et compter le soir même afin qu'on ait les résultats dans la nuit, et non plus des jours entiers après. Et elle a donné l'exemple, pas dans cette conférence de presse, mais dans des conférences de presse ultérieures, de la France. Donc, pour une fois. Voilà, pour une fois, la France... est exemplaire. En tout cas, est donnée en rare. exemple. C'est bien une des rares fois, surtout à l'heure actuelle, avec les merveilleux dirigeants que nous avons. Trump... Mais alors voilà, c'est-à-dire qu'il demande cela. Peut-être juste une anecdote, mais après vous revenez. Mais parce que je ne peux pas résister, il ne faut pas qu'on l'oublie celle-là, parce que c'est une des meilleures de vos écrits. C'est que non seulement on est censé voter jusqu'à telle heure, mais non. Avec le vote par correspondance, vous comptabilisez des votes dont on sait très bien qu'ils ont été émis après la fin du scrutin. Oui, alors si je peux juste... faites comme vous voulez, organisez vos... si je peux juste terminer juste sur ce qu'on disait au sujet vous n'oublierez pas cette petite anecdote. Ce que disait Raphaël Raphaël Meslu auparavant, au sujet de Trump et du fait que les républicains parlent plus des fraudes maintenant, c'est une très bonne analyse. Il faut juste ajouter que Trump a même dit va falloir réformer notre système électoral, mais en attendant, et on doit faire avec ce qu'on a. Oui. Donc, depuis 2 ans, depuis qu'il s'est présenté officiellement pour l'élection de 2024, Donald Trump a dit « Nous devons utiliser les mêmes méthodes que les démocrates. » Sans la fraude, mais en tous les cas, sans la fraude éventuelle. En tous les cas, avoir des équipes, par exemple, de démarcheurs qui vont aller chercher les bulletins de vote par correspondance, alors que les républicains rechignaient à le faire parce qu'ils considéraient que c'était à la limite de la légalité. Alors, ce n'est pas formellement illégal, mais c'est douteux comme méthode. Il a dit, on va utiliser les mêmes méthodes. Le vote par anticipation, pousser les gens à aller voter en personne aussi, puisque le vote par anticipation, c'est en fait le vote par correspondance, ou le vote en personne dans des bureaux de vote par anticipation, physiquement. Et il a dit, il faut utiliser les mêmes méthodes, pousser les gens à aller voter avant. Et d'ailleurs, pour avancer en 2024, à l'heure actuelle, Alors, aux États-Unis, comme vous savez, quand les Américains, quand les personnes s'inscrivent sur les listes électorales, ils peuvent déclarer, c'est pas une obligation, un parti politique auquel ils sont rattachés. Donc, ils peuvent déclarer parti démocrate, républicain, les Verts, un parti libertarien ou autre, ou rien. Et dans ce cas-là, ils sont considérés déclarés indépendants. Ça donne une indication qui n'est pas absolue sur leur vote. Lors des votes par anticipation, qui s'est déjà rendu aux urnes, quel pourcentage de chaque personne enregistrée pour le Parti démocrate ou républicain s'est déjà rendu aux urnes. Alors évidemment, vous pouvez être enregistré républicain, voter démocrate ou l'inverse, vous êtes libre évidemment, sinon ça serait là pour le coup une dictature. En 2016 et en 2020, dans le vote par anticipation, les démocrates étaient extrêmement en tête. Oui. Et aujourd'hui, on sait qu'en Géorgie et en Caroline du Nord, les études montrent qui ont commencé à voter il y a déjà 2 ou 3 semaines, les républicains et les démocrates sont à égalité. Ce qui est extrêmement inquiétant pour les démocrates, parce que ça signifie qu'il y a une mobilisation beaucoup plus importante. Alors, il pourrait se passer la chose suivante, à savoir que cette fois, les républicains vont voter beaucoup plus en avance et il y en aura moins le jour de l'élection physiquement. Donc, c'est une possibilité. Il ne faut pas s'imaginer que... Ces indicateurs sont à relativiser. Voilà. Cela dit, c'est une indication très, très inquiétante pour les démocrates et il y a quand même une certaine panique, ce qui fait que hier, ils ont ressorti de nouveau des accusations comme quoi Trump est Hitler, réincarné. C'est un violeur, c'est Hitler, c'est un fasciste. Voilà. Alors, il y avait même un article, je ne sais plus si c'est dans la revue The Atlantic ou si c'est le Washington Post, New York Times, enfin un journal de référence de ce genre, qui disait, comme c'est pas suffisant de traiter Trump de Hitler, il disait, le titre était Trump et Hitler, Mussolini et Staline. Les trois en un. Les trois en un. C'est fort quand même, parce que ça veut dire qu'il a fait les chambres à gaz et le goulag en même temps.
Bon, c'est quand même un peu exagéré. J'ai pas l'impression que, quoi que l'on pense de Donald Trump, entre 2016 et 2020, il y a eu des goulags ou des chambres à gaz aux États-Unis. Donc, il a déjà été président, ce qui est la meilleure démonstration du fait que c'est pas tout à fait un Hitler. C'est le problème des Américains par rapport à, par exemple, le vote à une époque, le vote Le Pen, parce que n'ayant jamais réellement accédé au pouvoir, on peut agiter tous les fantasmes. C'est plus difficile avec un président qui a été déjà élu. Et même, alors, les démocrates disent oui, mais il y a eu le 6 janvier, il n'a pas voulu quitter le pouvoir, mais c'est pas vrai. Il a contesté, il a essayé de trouver des moyens de faire des recours juridiques. Il a exigé que, par exemple, le secrétaire d'État de Géorgie fasse des recherches sur les bulletins de vote frauduleux, qu'il disait avoir été introduits. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait le 20 janvier ? Il est parti. Alors, pour un dictateur, c'est quand même un mode de fonctionnement assez particulier, de s'en aller le jour où il doit s'en aller. C'est difficile de dire que c'est un dictateur. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors allez-y, continuez. Vous parliez, alors maintenant je reviens à ce que vous disiez sur les dates d'arrivée des bulletins de vote. Alors en 2020, justement, c'est une des nombreuses aberrations qui étaient pires en 2020 qu'elles ne le seront en 2024, parce que cette année, comme il n'y a plus le coronavirus et comme les républicains ont réussi dans un certain nombre d'États à faire passer des lois restreignant les failles, en tout cas comblant certaines failles, ce phénomène ne sera très réduit. En 2020, par exemple, si je prends l'État qui vaut la Pennsylvanie, État très important, il y a la secrétaire d'État de Pennsylvanie, Kathy Boockvar, avait adopté une loi, fait un édit déclarant que tout bulletin de vote arrivant dans les 3 jours après l'élection devait être comptabilisé. Ce qui est complètement absurde. Après l'élection. Même, alors le cachet de la poste devait en théorie porter au plus tard le jour de l'élection. Oui. Même, et dans son décret, elle précisait, même s'il n'y a pas de cachet de la poste sur l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Donc là, on peut carrément dire clairement qu'il est possible, on ne peut pas le prouver encore une fois, que tout a été fait pour faciliter l'introduction de bulletins de vote par correspondance et d'en fabriquer après l'élection. C'est possible, puisque des gens se rendant compte, ça c'est une hypothèse que j'émets, que le soir de l'élection en Pennsylvanie, Biden était très en retard, dans les 300 000 ou 400 000 voix. Des équipes, éventuellement, ont pu fabriquer des bulletins, les mettre dans des enveloppes en utilisant les gens qui n'avaient pas voté sur les listes électorales, puisqu'ils savaient qui avait voté, qui n'avait pas voté. Ils ont pu prendre des démocrates. C'est une technique qui a été utilisée et il y a eu des condamnations dans le New Jersey pour cette technique. Donc je parle d'une technique déjà condamnée par la justice américaine. En utilisant les listes électorales pour voir que certains démocrates n'avaient pas voté, ils peuvent prendre leur nom, fabriquer un bulletin de vote, le mettre dans l'enveloppe de vote, qui est envoyée par la poste sans tampon, puisqu'elle doit être comptabilisée quand même dans les 3 jours qui suivent. Oui. Et le résultat, ça a été que, en fait, Biden a doublé officiellement Trump dans le nombre de voix en Pennsylvanie que le samedi à midi, c'est-à-dire l'élection ayant lieu mardi, 3 jours et demi après. La Pennsylvanie, si elle avait basculé du côté Trump, c'était Trump qui était élu ? Non, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Il aurait fallu 4 États, le Nevada, l'Arizona, la Géorgie et le Michigan, par exemple, où la Pennsylvanie est plus peuplée, donc 3 États, je crois que la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie, ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Voilà. Mais en tout cas, c'est complètement absurde. Alors, rassurons-nous, en 2024, la loi a été modifiée en Pennsylvanie. D'ailleurs, il était intéressant de voir que la Cour suprême américaine a finalement dit, plusieurs années après 2020, que le décret de cette secrétaire d'État démocrate de Pennsylvanie était illégal. Oui. Elle n'avait pas le droit de modifier quelques semaines avant l'élection la date de réception des bulletins. Donc cette année, j'ai vérifié, les derniers bulletins de vote, qu'ils aient été déposés en personne ou par correspondance, doivent être arrivés avant 20h, fermeture des bureaux de vote en Pennsylvanie. Et s'ils arrivent après, c'est trop tard, c'est fini, ils ne sont pas comptabilisés. Donc on revient quand même à la situation qui prévalait avant 2020. Jusqu'en 2016, c'était le cas. On peut peut-être, David Led, faire des allers-retours entre pour une des thèses justement de votre futur livre, qui est que c'est pas nouveau et que ça fait longtemps que ça dure et que des escroqueries électorales de ce type, il y en a eu à foison. Peut-être prendre l'exemple d'un ancien vice-président devenu président.
des États-Unis d'Amérique et qui a eu une influence considérable à la fois dans l'histoire de son pays et dans l'histoire du monde, qui n'est autre, je crois, que Lyndon Johnson. Oui, alors c'est... Qui montre un peu, alors à nouveau, voilà. vraiment, Alors ça, c'est intéressant. Donc, Lyndon Johnson était le vice-président de John F. Kennedy, élu en 1960, assassiné en 1963 à Dallas. Tout le monde connaît ça. bien sûr. Il est devenu président des États-Unis à ce moment-là. Il a été élu en 64 et jusqu'en 68. En 68, il s'est retiré parce que les sondages étaient trop mauvais. Il ne s'est pas représenté. Un petit peu comme Biden, si vous voulez, sauf qu'il avait des capacités intellectuelles un peu supérieures à celles de Biden. Bon. Et alors, Lyndon Johnson a commencé sa carrière en 1948. En 1942, il avait tenté de se faire élire au Sénat des États-Unis. Alors, il faut savoir qu'il y a 50 États aux États-Unis. Dans chaque État, on voit 2 sénateurs au Sénat qui comptent donc 100 membres. Et à l'époque, il n'y avait que 96 sénateurs parce que le Hawaï et l'Alaska n'étaient pas encore des États américains. Mais bon, il a été battu lors des primaires. Alors, c'était les primaires qui étaient importantes parce que dans les États dominés par un parti, fatalement, si le parti domine, le candidat républicain dans un État votant très républicain sera élu. Voilà. Il va écraser le démocrate et inversement. Donc, c'est les primaires dans ces États qui comptent le plus. C'était donc la primaire démocrate en 1942. Il a été battu par son opposant Stevenson, qui est devenu gouverneur. Qui était gouverneur sénateur. Et qui est devenu sénateur. Il avait été gouverneur du Texas. En 1948, donc Johnson est prêt à tout. Il est opposé de nouveau à Stevenson. Alors, dans le sud du Texas, il faut savoir que toute la section sud du Texas qui longe donc le Mexique et le golfe du Mexique, c'est une zone où, depuis le 19e siècle, il y a les propriétaires terriens qui votaient démocrates, c'est un ex-État esclavagiste, faisaient venir, lors des jours d'élection, des hispaniques depuis l'autre côté de la frontière. C'est pas nouveau. Ils les ont traversés le Rio Grande et ces hispaniques votaient sur ordre, évidemment, pour les démocrates qui donc contrôlaient et remportaient toutes les élections de façon massive. Et après avoir voté, il rentrait au Mexique. C'est ça la différence quand même. Il rentrait au Mexique après avoir voté. Ce qui n'est pas le cas des migrants actuels aux États-Unis. Non, mais alors, actuellement, il y a au moins 10 millions de clandestins qui sont entrés sous Biden en 4 ans. Ça fait quand même 2 millions par an. Les États-Unis étant 5 fois plus peuplés que la France, ça ferait 400 000 en France. C'est à peu près le score de Emmanuel Macron. Puisque en France, on a eu 3,5 millions d'immigrés en 7 ans, 500 000 par an. C'est à peu près similaire la situation. Donc, pour revenir au Texas, en 1948, Lyndon Johnson est prêt à tout. Il y a la primaire pour devenir sénateur des États-Unis. L'élection a lieu et Johnson est en retard. Alors, pendant 3-4 jours qui suivent, c'est pareil, le décompte a duré très longtemps. À l'époque, ça peut se comprendre parce qu'il fallait transporter les urnes, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tous ces moyens de communication. Et au fur et à mesure, le retard de Lyndon Johnson a baissé, 300, 200, 100 voix. Au fur et à mesure que les comtés douteux du Sud trouvaient des voix un peu égarées. Et puis, il restait quand même dans les 70 voix. Il lui manquait 70 voix. Alors, ça, on le sait parce que le chef de l'équipe des fraudeurs démocrates a témoigné 30 ans après en déclarant « Je suis le dernier vivant, j'ai le dernier témoin, je veux quand même que les gens sachent la vérité ». On avait des gros doutes, on connaissait plus ou moins l'histoire avant, mais là, on a le fraudeur en chef qui a témoigné, donc c'est indiscutable. Voilà ce qui s'est passé. On a reçu un coup de téléphone je crois que c'était le chef d'équipe de Lyndon Johnson qui nous dit « Écoutez, il faut que vous trouviez absolument 100 bulletins et Johnson a gagné ». Et donc dans un de ces comtés, je ne sais plus si c'est le comté de Hidalgo ou l'un de ces comtés, enfin limitrophes. Vu le nom, ça serait guère sûr. Ils ont tous des noms hispaniques, évidemment, puisque la majorité des habitants étaient des hispaniques. 5 jours ou 6 jours après l'élection, miracle, ils trouvent une urne. Ils disent, écoutez, désolé, on a trouvé l'urne, elle était égarée. Ils ouvrent l'urne, il y a 101 bulletins de vote dedans, 1 pour l'adversaire de Lyndon Johnson, 100 pour Lyndon Johnson. Et Lyndon Johnson gagne finalement, après que tous les décomptes étaient vérifiés, de 17 voix. Magnifique. Et il a été appelé depuis, pour tout le reste de sa carrière, par dérision à Washington, Landslide Johnson, ce qui signifie raz-de-marée Johnson, parce qu'il a gagné avec un raz-de-marée de 17 voix. Et mais alors, la petite anecdote, mais pourquoi une voix quand même pour son adversaire? Oui, alors, deux anecdotes. C'est par courtoisie, il a voté contre lui. Voilà, 2 anecdotes. Alors, plus tard,
Lyndon Johnson, devenu donc président après la mort de Kennedy, l'assassinat de Kennedy en 63, un journaliste démocrate va voir Lyndon Johnson, qui a écrivé un livre sur Lyndon Johnson, et lui dit « Mais alors quand même, cette histoire de l'urne, est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce que c'était truqué ou non ?» Et Lyndon Johnson, sans rien dire, va prendre dans une armoire, ils étaient dans la Maison-Blanche près du bureau Oval, il va prendre dans une armoire une photo qu'il montre aux journalistes sans rien dire. Et sur la photo, il y a un capot de voiture avec 4 personnes, 2 à gauche, 2 à droite, l'urne en question sur le capot de la voiture, et Lyndon Johnson, sourire, montre la photo. C'est-à-dire, c'était l'urne frauduleuse. Et c'était un semi-aveu. Et le fameux fraudeur, chef de l'équipe qui avait fabriqué cette urne et bourré l'urne, déclare la raison pour laquelle il y a 101 voix, une pour l'opposant de Lyndon Johnson et 100 pour Johnson, c'est qu'on était 2, moi et un de mes adjoints, à fabriquer les bulletins de vote. Tous les bulletins de vote, d'ailleurs, avaient tous la même encre et la même écriture, hein, donc ça avait été déjà détecté, bien sûr. À un moment donné, mon adjoint me dit oh, quand même, on pourrait donner une voix à l'autre, quand même, ça serait pas sympa qu'il n'en ait aucune. Alors, on a donné une voix à l'opposant de Lyndon Johnson et 100 à Lyndon Johnson. Et c'est comme ça qu'il est devenu sénateur, qu'il a été réélu, qu'il a été choisi par Kennedy comme vice-président et qu'il est devenu président des États-Unis. Comme quoi le destin des nations et du monde tient parfois à bien peu de choses et à quelque chose de frauduleux. Alors là, vraiment, évidemment, les bras nous en tombent, mais comment s'en étonner? Des anecdotes de ce type, il doit y en avoir une multitude. Je propose un très court bobino. Et nous revenons tout de suite à Courtoisie. Vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde, très légèrement en différé, mais ça n'a aucune importance puisque la date fatidique du 5 novembre n'est pas encore tombée. Et donc, vous saurez tous si les polémiques sont importantes au soir du 5, lorsque les résultats vont tomber, vous ne vous en étonnerez pas dans un cas comme dans l'autre, parce que finalement, un des éléments essentiels dans ces élections, c'est l'acceptabilité par le camp adverse de son éventuelle défaite, que ce soit les démocrates si les républicains gagnent, ou inversement, si les démocrates gagnent, comment réagiront les électeurs de Trump? Ça, on n'en sait rien, et je suppose que c'est peut-être aussi un garde-fou. Tricher, mais peut-être pas aller trop loin. Qu'est-ce que vous en pensez, David Lane ? Je pense que si Donald Trump est élu de nouveau, il va y avoir la chienlit dans la rue. En 2016, il faut le rappeler quand même, pendant 2 mois, il y a eu des manifestations, des vitrines brisées, des émeutes un peu partout aux États-Unis. Et évidemment, les démocrates annonçaient l'apocalypse. On a vu que finalement, sous Donald Trump, le monde a été beaucoup plus sûr qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de guerre ni en Ukraine, ni en Israël, ni la Corée du Nord avait arrêté de tirer ses missiles balistiques au-dessus du Japon, etc. On a vu que la frontière a été plus ou moins sécurisée. En tout cas, il a commencé à faire construire le fameux mur. Avec le Mexique. Donc, après l'élection de 2016, ça a été vraiment, il y a eu énormément d'émeutes. Après l'élection de 2020, ça a été très calme jusqu'au 6 janvier. Les républicains n'étaient pas dans la rue, ils n'ont pas cassé de vitrine, ils n'ont rien fait. Le 6 janvier, on sait aujourd'hui que, en fait, les portes du Capitole n'ont pas été brisées par des bêtes sauvages assoiffées de sang, mais ouvertes par les gardes du Capitole. Ça a été prouvé puisque les images de vidéosurveillance ont été diffusées à partir de 2022 quand les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, ont donc pu accéder aux images de surveillance qui avaient été mises sous le coude par la commission d'enquête sur le 6 janvier. Alors, je bien sûr, n'excuse pas du tout les attitudes, les comportements éventuellement violents de certaines rares personnes le 6 janvier, mais on sait maintenant que, par exemple, la seule personne qui a été tuée dans le Capitole ce jour-là était une supportrice de Donald Trump, ex-vétérane de l'armée de l'air, qui a été tuée à travers une porte, par arme à feu, par un garde du Capitole qui n'a même pas été inculpé. L'administration Biden a prétendu que 5 policiers du Capitole avaient été tués. En réalité, ils ont compté 5 policiers qui, dans les 2 mois suivants, avaient été déployés dans Washington et au Capitole, qui avaient commis un suicide. Ça rappelle un peu l'affaire de Orange en France, où des employés d'Orange s'étaient suicidés et des syndicats avaient déclaré que c'était à cause des conditions de travail. Je ne me prononce pas sur le sujet, mais je veux dire, ce ne sont pas des gens qui sont morts le jour même du 6 janvier. Ils n'ont pas été tués. Des troubles de conscience, parce que peut-être... Non, mais malheureusement, dans les forces de l'ordre... troubles de conscience au sens où il y a quand même eu, il semble-t-il, un traquenard qui a été tendu à ces manifestants.
leur ouvrir les portes. Oui, ainsi. voilà, les portes ont été ouvertes. Alors, est-ce que c'est vraiment un traquenard? Est-ce que ça s'est trouvé comme ça? Les gardes voyant les personnes devant, on n'a pas aucune preuve qu'il y aurait eu des ordres donnés, hein, ça, aucune. Non, ça, mais... on n'aura jamais. Mais par contre, donc on a les policiers, malheureusement, dans nos forces de l'ordre en France aussi, on a un taux de suicide assez important en raison de la difficulté du travail. Ouais. Donc il n'y a absolument aucune preuve que ce soit lié. Et en tout cas, la seule personne tuée était une vétérane d'armée de l'air, électrice de Donald Trump. Et ensuite, on a vu dans ces caméras, dans ces images des caméras de vidéosurveillance qui sont partout à l'intérieur du Capitole, bien entendu, que le soir du 6 janvier, les gardes de sécurité du Capitole faisaient signe aux électeurs de Trump qui étaient rentrés dans le Capitole, la sortie est par là, et avec le geste, et les électeurs de Trump, ils sont sortis. Ils étaient canalisés, comme dans le métro, quand il y a un peu trop d'affluence, ils sont sortis. Donc, c'était pas, en tout cas, ils sont rentrés, il y a eu quelques petits dégâts, il semble que ça se soit monté à quelques millions de dégâts, semble-t-il. Cela dit, il n'y a pas eu de saccage généralisé, il n'y a pas eu d'incendie. Le FBI a reconnu qu'il n'avait trouvé aucune arme sur aucun des participants, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il venait d'un meeting de Donald Trump, lors duquel, évidemment, on vérifie et on empêche les gens d'entrer avec des armes, ça va de soi. Et en plus, je rappelle juste, petite incise, puisque Donald Trump est poursuivi pour son rôle dans le 6 janvier, que Donald Trump, dans son discours, n'avait pas excité ses électeurs, mais leur avait dit « Et maintenant, à la fin du discours, et maintenant, vous allez vous rendre jusqu'au Capitole pour faire entendre votre voix pacifiquement. » Il avait formellement dit pacifiquement. C'est donc pas une incitation à la violence. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Merci David Laine. Peut-être une seconde intervention de Raphaël Beslu si il le souhaite. Si c'est pour répondre sur les événements du Capitole, comme l'a très bien résumé David Laine, c'est vrai qu'on a accès à de nombreuses images, sans même parler en fait de la présence à l'intérieur même du bâtiment. On a des images qui montrent simplement le fait de pouvoir accéder dans la zone avec l'ouverture des barrières. Le passage a été clairement laissé, de toute manière, ça c'est certain. Après, de toute façon, ces problèmes-là, c'est-à-dire ces événements qui peuvent paraître complexes, on peut toujours les traiter d'une manière très simple, surtout une fois que le temps est passé. C'est-à-dire, en fait, à qui a profité cet événement. Ce n'est pas si intéressant que ça d'essayer de savoir dans tous les détails techniques qui aurait pu organiser de quelle manière, c'est comment cet événement a été utilisé. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, il est utilisé pour tout simplement diaboliser Donald Trump. Donc, on sait très bien, avec la machine propagandaire, des outils de propagande extrêmement puissants du camp démocrate, ou en tout cas des médias américains qui sont pro-démocrates, eh bien, que c'est un élément parmi tant d'autres qui continue d'utiliser pour diaboliser Donald Trump, et c'est une occasion parfaite, et c'est en même entretenu. Donc, ça semble assez simple, à mon avis, une fois qu'on voit les choses de cette manière, c'est-à-dire avec de la distance et du temps. Encore une fois, à qui profite le crime? On parlait de Lyndon Johnson, et aussi, évidemment, de la mort de Kennedy, et même des Kennedy, parce qu'on peut même parler de la malédiction des Kennedy. Ça aussi, c'est un sujet intéressant lorsqu'on observe la suite du parcours de Lyndon Johnson et la relation qu'il pouvait avoir avec Kennedy et à quels intérêts ont servi la mort de Kennedy et ce qui a pu graviter autour de Lyndon Johnson. C'est un autre sujet, mais dans tous les cas, c'est à chaque fois, je pense, une approche qui peut être plutôt simple à aborder, surtout lorsqu'on peut bénéficier de ces situations-là, c'est-à-dire avoir du temps et de la distance. À qui a profité ce crime, cet événement? Mais là, c'est plutôt clair. Merci Raphaël. Un autre exemple tiré du passé, les élections de 1960, avec Kennedy contre Nixon. Là aussi, c'était pas clair. On a entendu dire que les élections avaient été fortement modifiées dans son résultat pour permettre la victoire de Kennedy. Alors en 1960, donc John F. Kennedy se présente, c'est la nouvelle star du Parti démocrate. Les sondages, il se présente contre Nixon, qui finalement est devenu président des États-Unis en 1968, quand Lyndon Johnson a refusé de se représenter chez les démocrates et que le candidat démocrate s'est fait écraser par Lyndon Johnson. En 1960, John F. Kennedy, dont le père avait des liens douteux avec la mafia, se présente. Alors, petite anecdote, avant l'élection générale, il y avait évidemment eu les primaires et il n'était pas en tête. Kennedy en Virginie, qui était un des premiers États à l'époque à voter lors des primaires. Et j'ai trouvé des articles universitaires sur l'élection, la primaire en Virginie.
le père de Kennedy a envoyé des activistes avec des valises bourrées d'argent pour acheter les voix de la primaire en Virginie. Et Kennedy, qui était donné au départ avec 20% environ, a remporté 50% des voix. Il y avait beaucoup d'autres candidats, comme dans des primaires, et il a donc ensuite pu voler vers la victoire dans les primaires démocrates. Donc ça, là, on le sait, il y a les témoignages des personnes qui ont porté les valises remplies d'argent envoyées par le père de Kennedy. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Kennedy était absolument au courant ou non que son père payait les gens. Bon, on ne peut pas le savoir, c'est anecdotique. Voilà. Et alors, finalement, donc, arrive l'élection générale de 1960. Kennedy est opposé à Nixon. Le soir de l'élection, les résultats sont très serrés. À Hawaï, dans l'Illinois, dans le Texas, ça se joue à très peu de voix. Et pendant la nuit, Kennedy remporte... alors Nixon remporte Hawaï, mais finalement, ils ont fait un recomptage et c'est Kennedy qui l'a remporté, mais c'était juste très peu de grands électeurs. Et Kennedy remporte l'Illinois, donc Chicago, et le Texas. Et en fait, dans l'Illinois, il y avait ce que les Américains appellent une machine, c'est-à-dire une organisation politique, de Richard Daley, qui était qui a été le maire de Chicago pendant de très nombreuses années, qui était connu, c'est reconnu, il y a eu des enquêtes du Chicago Tribune, par exemple, dans les années 70, pour pratiquer des fraudes massives. On a des raisons de penser que dans l'Illinois, Nixon s'est fait voler les grands électeurs de l'Illinois, qu'il aurait dû arriver en tête. Alors, j'ai lu un article d'un universitaire américain qui a fait une estimation du nombre de voix qui... alors, je ne me rappelle plus le détail, mais qui aurait pu être volé à Nixon en comparant à ce qui se passait dans les autres comtés en dehors de Chicago, mais de l'Illinois aussi, où là, il n'y avait pas cette machine politique, cette organisation politique n'existait pas. Lui arrive à l'estimation que je crois que Kennedy était arrivé en tête dans les 20 000 voix. Il estime que dans les 18 000 voix ont pu être volées par Kennedy à Nixon, donc que Kennedy aurait quand même de justesse gagné, sauf qu'il n'examine qu'un des modes de vote. Si on examine les machines à levier, à l'époque c'était des machines à levier, non pas électroniques, si on examine le vote par anticipation physique, il aurait pu y avoir là aussi quelques milliers de voix à voler, et l'Illinois, à lui seul, a fait basculer l'élection. Alors, non, l'Illinois et le Texas. Si Nixon avait remporté l'Illinois et le Texas, il était président. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Texas ? Et alors, dans le Texas, on suppose que dans les fameux comtés du sud du Texas... Ah à nouveau. Voilà. Je rappelle que donc, Lyndon Johnson était le candidat pour être vice-président de Kennedy. Et on a des bonnes raisons de penser que dans les fameux comtés du Sud-Texas où Lyndon Johnson, dont nous avons parlé avant, a pu remporter par des fraudes massives et des Mexicains qui ont encore fait un aller-retour rapide express. On a des bonnes raisons de penser qu'il y a eu des fraudes très importantes dans le Sud-Texas. Alors, dans la nuit qui a suivi l'élection, Nixon est informé par ses conseillers, surtout ne concédez pas tout de suite, il y a des fraudes énormes. On nous rapporte des fraudes énormes dans l'Illinois. Dans le Texas, c'est pas clair. Mais Nixon il a écrit ses mémoires, qui sont un texte très intéressant. Et il raconte qu'il a finalement, assez rapidement, je crois que c'est dans les premières heures du petit matin, félicité Kennedy pour sa victoire, parce qu'il a dit « Nous étions en pleine guerre froide. Je ne voulais pas diviser les États-Unis. Et ça aurait été extrêmement difficile de prouver la fraude, c'est toujours le cas, de toute façon, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile à prouver, même si on a des raisons de penser qu'il y a eu des fraudes importantes à Chicago. Donc, il a reconnu sa défaite. Mais évidemment, il est resté... Ça serait digne d'un homme d'État. Mais il y a d'autres rumeurs comme quoi on lui a dit « Bon, écoute, tais-toi cette fois-ci, tu auras une seconde chance ». Non, parce qu'on est en 1960, il ne peut pas savoir s'il aura une seconde chance. Aujourd'hui, on sait qu'il a été élu après. Mais en 1960... Lui, il s'est présenté pour être élu. Donc, il est amer, il est déçu, dépité. Il se dit, je vais me battre pour être... Et par la suite, bien sûr, mais il ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ça, c'est une interprétation a posteriori. Mais donc, il était extrêmement amer. Et toute sa vie, évidemment, il a gardé une dent, même plusieurs dents. On peut supposer des grosses molaires contre les démocrates. Et à tel point que... Personnellement, je pense que ça a pu jouer dans l'affaire du Watergate, parce que le Watergate... Côté un peu paranoïaque. C'est exactement dans la campagne de 72.
après sa réélection en 72, on a découvert qu'il avait envoyé une équipe de ce qu'on appelle des plombiers, poser des micros dans un bâtiment appartenant au Parti démocrate pour pouvoir espionner les démocrates, parce qu'il soupçonnait, il voyait partout des fraudes, des trahisons. Tiens donc. Et il est possible que psychologiquement, comme il avait été tellement frappé quand même par cette élection, on a des raisons de penser, été volé, ou en tout cas très discutable, de 1960, il soit devenu tellement paranoïaque qu'il ait eu peur qu'on lui refasse un coup, et que cette paranoïa pourrait expliquer l'envoi des fameux plombiers. Eh ben, ma foi. On va continuer, si vous le voulez bien, David Laine, pour montrer qu'il y a un contentieux. Encore une fois, le tabou, il faut le briser. Il y a tout un contentieux électoral aux États-Unis. Un contentieux où, d'ailleurs, vous avez vraiment fait des études très précises et vous êtes rendu compte que, alors pour des raisons historiques qu'on a déjà commencé à évoquer, dans 80% des cas du contentieux électoral, c'est le démocrate est mis à l'amende. Est-ce à dire que le gène même du démocrate est d'être un fraudeur ou un truqueur? Non, parce que, comme vous l'avez expliqué, mais on va peut-être revenir plutôt sur le contentieux pour aller un petit peu plus vite dans cette émission, vous l'avez expliqué finalement, c'est dans le sud des États-Unis, face à un corps électoral qui ne les satisfaisait pas, que les démocrates ont appris, et c'est devenu peut-être depuis une seconde nature, à tricher de toutes sortes de manières, parce qu'ils considéraient tout à fait injuste d'ailleurs qu'on leur impose ce nouvel électorat dont ils ne voulaient pas pour des raisons raciales que l'on connaît, mais on sait aussi leur façon de donner des leçons de morale à la terre entière. Alors, en fait, l'écrasante majorité des démocrates sont des gens honnêtes. Ils ne fraudent pas, bien entendu. Mais l'appareil démocrate, dans la majorité, ne fraude pas. C'est toujours une minorité qui fraude. C'est pareil, c'est toujours une minorité qui tue, c'est une minorité qui vole, qui viole, qui pille, etc. Heureusement d'ailleurs, sinon ça serait un peu pénible. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté 2 bases de données pour en avoir le corps net, puisque je lisais partout que 2020 avait été parfait et que de toute façon, même sans parler de 2020, les fraudes sont tellement minoritaires qu'il y a plus de risques d'être frappé par, c'est une formule utilisée par beaucoup d'activistes démocrates, plus de risques d'être frappé par un éclair, par la foudre, que de trouver un bulletin de vote frauduleux. Alors, il y a 2 bases de données accessibles en ligne sur les fraudes électorales. L'une qui recense des poursuites judiciaires qui ont été engagées par des procureurs, donc qui sont basées sur les rapports des procureurs engageant les procédures judiciaires, donc c'est véridique, c'est indéniable. C'est la base de données de News 21, qui contient 2068 poursuites judiciaires pour fraude électorale. Donc des procédures engagées concrètement par des procureurs pour fraude électorale. De 2000 à 2012, 2068 procédures judiciaires. Et puis la deuxième base de données, c'est la base de données de la Heritage Foundation, qui, elle, est une base de données des condamnations émises par des juges américains pour fraude électorale. Donc là aussi, c'est indéniable, c'est des jugements dont on a les textes qui sont accessibles par Internet. C'est très factuel. Voilà, on peut avoir les jugements, j'en ai téléchargé un certain nombre, qui, elle, contient 1546 condamnations réelles, concrètes, effectives, définitives pour fraude électorale, jusqu'en 2024. Il faut savoir que dans cette base de données, il y a des condamnations pour fraude électorale en 2020, dans un certain nombre de comtés ou de villes. Donc 2020, il y a eu, comme dans toutes les autres élections qui ont lieu tous les 2 ans, tous les 4 ans c'est l'élection présidentielle et les élections intermédiaires c'est les élections de mi-mandat, comme on dit, il y a eu des fraudes en 2020, des fraudes en 2022 aussi, qui commencent à être punies par la justice américaine. En examinant ces bases de données, alors j'ai pas regardé l'intégralité des 1546 condamnations de la Heritage Foundation, parce que vous en doutez, c'est quand même, ça fait beaucoup, mais j'ai regardé au hasard. J'ai pris les listes qui défilaient, puisqu'on peut les classer selon divers ordres dans cette base de données. C'est très très bien fait, très pratique. Et la base de données contient des liens vers les pièces des procès et des condamnations, ou vers des médias officiels ayant rapporté ces condamnations. Et donc, quand j'ai fait un décompte, quand j'ai pu trouver l'étiquette politique des fraudeurs condamnés, parce que parfois c'est dans des petites villes, des petits comtés, donc j'ai pas pu trouver l'étiquette. Dans 80% des cas environ, c'est les démocrates qui sont condamnés pour fraude électorale, et dans 20%, c'était des républicains. Donc, les républicains, il y en a quelques-uns qui fraudent, bien sûr, mais c'est quand même 4 fois plus, en général, de démocrates qui fraudent que de républicains. Et j'ai fait une estimation des fraudes.
il se trouve que un seul État avait répondu à l'enquête de News 21, et c'était le Connecticut qui avait livré 200 cas, dans lequel il y avait eu 200 cas de fraude, de poursuites judiciaires engagées par des procureurs de 2000 à 2012, c'est-à-dire, si on rapporte aux États-Unis, 10 000. Donc 800 par an. Alors, si on fait une estimation, j'ai fait une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, si on estime qu'un fraudeur sur 10 est découvert, ce qui, vu la difficulté de découvrir des fraudes, semble plausible. En tout cas, on peut faire ça comme hypothèse de travail. Ça veut dire qu'il y a 8000 fraudes et non pas 800 par an. Et si on estime, comme les fraudes portent parfois sur un seul vote, ça peut être un clandestin qui vote, ça peut être un vote en double. Par exemple, une personne a déménagé d'un État à l'autre, elle s'est inscrite dans un nouvel État et elle vote dans le premier et le deuxième. Il y a des cas régulièrement punis par la justice américaine et il y en a qui ne sont même pas découverts. Donc ça, c'est des cas isolés, une voix, mais il y a des équipes de fraudeurs démocrates, dans l'écrasante majorité des cas, qui ont volé des centaines de voix. Par exemple, j'ai trouvé... il y a eu en 2020, donc la fameuse élection la plus sûre de toute l'histoire de l'humanité, à Paterson, dans le New Jersey, lors de l'élection primaire, 3274 bulletins de vote frauduleux. Sur 20% de tous les bulletins de vote, il y avait environ 20 000, 24 000 voix, je crois, exprimées. 20% de tous les bulletins de vote étaient frauduleux. Donc l'élection a été annulée. Et le juge a dit, il y a tellement de fraude, vous refaites une élection, s'il vous plaît. C'était Paterson, New Jersey, 2020. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche favori, vous pourrez vérifier, vous aurez... Alors ça sera en anglais, évidemment. Et ce sont les démocrates, C'était une équipe démocrate. L'instruction est toujours en cours. Alors, quelle était la fraude, en l'occurrence ? Alors, en l'occurrence, donc l'instruction est toujours en cours, parce qu'ils ont réussi à repousser sans cesse. Toujours, oui, ça c'est la machinerie de la justice américaine, mais qui est, ceci dit, finit parfois par aboutir à un résultat. C'était donc cette élection était la primaire du 12 mai 2020 et elle était par correspondance intégralement puisque le gouverneur de New Jersey, déclarant que le coronavirus obligeait à annuler les élections concrètes, à supprimer les bureaux de vote, a donc fait un ordre exécutif, un décret gubernatorial qui est l'équivalent des décrets présidentiels pour les gouverneurs, et les gouverneurs de chaque État étant l'équivalent, si on veut, du président des États-Unis, mais au niveau de l'État. Qui supprimait les bureaux de vote et instaurait le vote universel. Et dans la ville de Paterson, donc je le disais, 3274 bulletins ont été invalidés comme étant frauduleux. 1214 portaient des signatures différentes de celles des listes figurant sur les listes électorales pour le même nom. Donc c'était 1274 signatures fabriquées, c'est dire. Et deux activistes démocrates, dont celui qui a remporté le siège du conseil municipal, Alex Mendez, et un conseiller municipal sortant, Michael Jackson, homonyme du célèbre chanteur, ont été inculpés pour avoir envoyé des équipes d'activistes qui ont récolté des bulletins de vote non remplis dans leurs enveloppes, non scellées, et les avoir rapportés miraculeusement remplis au bureau des élections. Ils avaient fait démarcher les électeurs dans des quartiers votant majoritairement démocrates. Ils leur avaient dit « Donnez-nous vos bulletins, on va les apporter au bureau des élections, c'est un service public. Ne les remplissez pas, on le fait pour vous. » Ils avaient rempli tous les bulletins et ils les avaient déversés ensuite dans des... Ils n'avaient pas, pardon, j'ai fait une erreur, ils n'avaient pas rapporté au bureau de vote, ils les avaient mis dans des boîtes au postal pour qu'ils reviennent au bureau de vote. Alors, ils avaient agi de façon tellement... avec un tel amateurisme qu'en fait, ils ont déversé des centaines de bulletins de vote fabriqués de cette façon dans la même boîte aux lettres. Ce qui fait que ça a éveillé les soupçons parce qu'il y avait beaucoup plus de bulletins de vote dans les boîtes aux lettres que de personnes habitant autour de ces boîtes aux lettres. Donc ils se sont dit, il y a quand même quelque chose qui cloche et la justice a mené une enquête. Et cette instruction est toujours en cours à l'heure actuelle. Ils ont ajouté un certain nombre de fraudes. Par exemple, si vous voulez avoir une petite anecdote. Alors une anecdote et on passe à autre chose, à la suite. Le procureur de l'État a ajouté comme incrimination contre Alex Mendez, donc, qui était devenu conseiller municipal démocrate, le fait qu'il a été vu en train d'observer le déversement de sacs remplis de bulletins frauduleux dans une boîte postale, le fait que sa femme avait, selon des témoins, qui donc ont informé le procureur, avait inspecté les bulletins collectés par son mari dans les enveloppes non scellées et avait détruit ceux qui ne désignaient pas son mari et les avait remplacés par des bulletins pour son mari.
le fait qu'ils avaient suborné des témoins en leur disant, surtout si vous êtes interrogé, dites qu'il n'y a jamais rien eu, aucun problème. Et enfin, un autre activiste de cette équipe démocrate était accusé, lui, d'avoir volé des centaines de bulletins dans les boîtes aux lettres de certains immeubles de Patterson qui étaient habités par des personnes dont on savait qu'elles votaient majoritairement pour l'adversaire du candidat démocrate. Donc ça, c'est les incriminations ça date du 25 octobre 2023, ces inculpations, et c'est toujours en cours. Alors, ces ligues de vertu d'escrocs notoires, quand c'est l'inverse, on a vu là une polémique, on revient maintenant au temps d'aujourd'hui, le fameux loto électoral là, d'Elon Musk. On le menace déjà de tribunaux en disant voilà, il veut acheter des voix. Alors évidemment, ça prête à sourire au regard de tous ces éléments que vous venez de donner. Quelle est votre opinion sur est-ce que ça contrevient au droit électoral? Et là, après, on pourra voir que ce droit électoral, en fait, varie terriblement d'un comté à un autre, d'un État à un autre. Là, j'avoue qu'il faudrait demander à un constitutionnaliste. J'ai pas eu le temps de regarder ça. Euh, à mon avis, de toute façon, il y a une part de propagande démocrate, bien entendu, hein, qui est utilisée pour diaboliser. Elon Musk est devenu le diable depuis qu'il a officiellement déclaré son soutien à Donald Trump. Avant, quand il votait, il avait voté pour, il me semble-t-il, Hillary Clinton en 2016. En 2020, il n'avait pas voté pour Donald Trump et il était plutôt démocrate en 2016-2020. Et dès qu'il a commencé à rejoindre Donald Trump, disons les républicains, et surtout quand il a racheté Twitter pour le faire X et cesser avec la censure massive qui existait sur Twitter, il faut savoir que sur Twitter, les comptes Donald Trump, par exemple, son compte a été fermé, il faut le rappeler, en 2020. De même que sur YouTube, des vidéos de Donald Trump relatives aux élections avaient été supprimées. Dès que Musk a rendu la liberté d'expression, rétabli la liberté d'expression sur X, il est devenu un diable à abattre presque autant que Trump. Donc son histoire, là, je ne sais pas. Il faut demander à un constitutionnaliste. Merci David Laine. Peut-être un avis de Raphaël Beslu. Alors, très bonne remarque, évidemment, de David Laine. Il faut demander à un constitutionnaliste. Mais de toute façon, pour répondre à la question, c'est simple. Est-ce que Taylor Swift aussi est menacée d'avoir une procédure? Pourquoi? Non. Pourquoi Taylor Swift? Parce que Taylor Swift, qui est une très très grande star, qui a Oui, une énorme influence bien sûr. chez les jeunes, a appelé ouvertement à voter pour Kamala Harris et de nombreuses stars, évidemment, qui, pour beaucoup d'ailleurs, se sont tues depuis quelque temps, depuis l'affaire de Puff Daddy, là, Oui. qui semble se révéler, où il y a des noms qui peuvent un petit peu circuler, c'est un autre sujet. David Laine l'a très bien dit, c'est un élément de propagande, c'est de la communication, et ça permet tout simplement de diaboliser un personnage. Comme ça, tous les médias font les mêmes unes, les mêmes titres pour diaboliser une personne, de la même manière qu'ils ont pu soutenir Kamala Harris. Souvenez-vous que même en France, on a été quand même capable de faire des unes où c'est Kamala Harris l'évidence. Voilà, tout simplement, l'objectivité journalistique qu'on apprécie en France. Et là, c'est tout simplement un élément de communication. Mais après aussi, il faut bien savoir que comme Elon Musk est un très grand entrepreneur, qui mène des projets importants et qui est lié aussi au gouvernement, il peut, par contre, lui, il est déjà, il va être exposé à de nombreuses sanctions économiques. Ça va être le problème. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir après une condamnation de par son soutien à Donald Trump. Par contre, pour ces entreprises, il va y avoir, à mon avis, de nombreuses problématiques pour pouvoir bien faire évoluer ces différentes entreprises. Ça, c'est un moyen de pression d'ailleurs habituel dès qu'on veut être une sorte de résistant au système. Là, ce qu'il faut quand même observer, c'est qu'il y a un mouvement très intéressant. Il faudrait quand même peut-être faire un tour rapide des intentions de vote et des sondages. Allez-y, c'est peut-être le moment, Raphaël, je vous en prie. Et puis David Laine pourra vous répondre. C'est qu'il y a véritablement un tournant en termes de communication, de liberté d'expression, et même si les Américains sont dans une volonté d'apaisement, c'est-à-dire que le phénomène Trump, lorsqu'il est apparu la première fois, il y avait une volonté de quelqu'un qui vienne casser le système, quelqu'un qui soit hors système. Quand Donald Trump apparaissait face à Hillary Clinton et qui disait « Oui, je fraude sur le plan fiscal, mais c'est parce que je connais le système. Et vous aussi, vous en faites partie. » Ça, les Américains aimaient bien, sauf qu'aujourd'hui, avec les différentes problématiques, c'est-à-dire d'immigration massive, d'inflation, eh bien, les Américains veulent un apaisement. Cependant, ce qui change, c'est-à-dire la censure Internet, on a pu voir, comme ça a été dit, évidemment, avec X, il y a un tournant, c'est-à-dire une liberté d'expression plus large, de nombreux dossiers qui ont été révélés aussi, qui permettent de montrer de nombreuses défaillances et aussi d'implication de l'État profond américain, qui vont avoir en tout cas un impact important sur les électeurs. Quand on regarde les intentions de vote, si on regarde les instituts de sondage, si on se base par exemple sur des
regarde de sondages comme Real Clear Politics, eh ben, on peut voir qu'apparemment les résultats sont censés être tout simplement serrés. Sauf que lorsqu'on s'intéresse à d'autres instituts, non pas de sondage, mais qui nous permettent d'avoir des intentions de vote, ou en tout cas des tendances, comme par exemple le Polymarket, même s'il y a évidemment un biais, étant donné que c'est fondé par Peter Thiel, un soutien de Mmh. Donald Trump, Mmh. Polymarket a quand même un taux de réussite de prédiction de 77% sur les élections. De Et alors, 77%. Donc c'est pas anodin. Et donc, qu'est-ce qu'il Et donc là, indique? aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs semaines, c'est-à-dire depuis les nombreuses apparitions de Donald Trump et de Kamala Harris, où il faut quand même le reconnaître, parce que même le camp démocrate le reconnaît, où Kamala Harris a des prestations catastrophiques, absolument catastrophiques. Il y a des événements très importants. L'interview sur Fox News, son absence lors d'un dîner annuel à New York de Al Smith, qui est un dîner caritatif extrêmement important, qui d'ailleurs représente vraiment la dernière confrontation sous un ton humoristique des deux candidats au présidentiel, où Kamala Harris n'est pas venue. Ensuite, évidemment, les autres affaires où quand elle s'exprime lors de ces meetings, il y a plein d'erreurs et en fait, elle ne marque pas des points. Elle arrive à garder ses fanatiques, mais en tout cas, c'est des personnes qui peuvent douter. Il y a un changement d'avis. Bref, pour Polymarket, lorsqu'on regarde les sondages, eh bien, on n'est pas sur le 50-50, Mmh. avec toujours le même biais pro-démocrate qui a toujours existé avec les instituts de sondage. Ouais. On peut même faire une sorte de moyenne. On sait qu'il y a un avantage de quelques points toujours pour les démocrates. Cependant, sur Polymarket, maintenant, on est à plus de 61-63% d'intention potentielle, enfin de chance de victoire de Donald Trump. Parce que Polymarket, c'est un site de paris. Ouais. Oui, Ça oui, permet en là, fait de voir avec les paris. site. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant que des sondages où on pose des questions, on ne peut pas forcément savoir le nombre de sondés, à quel moment, suite à quelle affaire dans les médias. C'est que là, on parle vraiment d'une tendance de fond, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui y participent. Et dernière information, donc on voit Donald Trump qui est en train de creuser un écart phénoménal. Il y avait 50-50, Ah oui. parce qu'il y a eu un véritable vent de fraîcheur avec Kamala Harris quand elle est apparu, il faut le reconnaître, parce que Joe Biden était vraiment, Après, oui, était que vraiment en Biden ait pleine jeté descente. l'éponge. Oui. Voilà, donc il y a eu un vrai vent de fraîcheur avec Kamala Harris, du côté démocrate, hein, bien évidemment, pas pour nous, je pense. Mais en tout cas, maintenant, il y a un écart qui se creuse, donc on est à plus de 63%. Et surtout, ça c'est aussi très important de le dire, parce qu'on parle donc, de grands électeurs, le vote populaire, évidemment, pro-démocrate. Le vote populaire, c'est-à-dire il y a toujours eu un vote populaire, surtout de vote démocrate. C'est-à-dire il y a plus de gens qui vont voter démocrate, mais ce qui compte, ce sont les grands électeurs. C'est ça la grande différence. Donc pour les grands électeurs, il y a de l'avance pour Donald Trump, même dans le nouvel État pivot, qui est le Nevada. Le Nevada qui est devenu un État pivot. Oui. Et Trump a déjà pris de l'avance si on se base sur cet institut. Encore une fois, il faut faire un croisement de sources, mais il y a une grande différence entre le 50-50 et plus de 63-64% d'avance pour Donald Trump. Et dernier point, comme je l'ai dit, qui va, à mon avis, être décisif et qu'il faut toujours bien retenir sur le fonctionnement de l'administration américaine, eh bien, il y a une avance claire du camp républicain pour le Sénat, Oui. pour posséder le Sénat, ainsi que la Chambre basse. Dites-vous La bien, Chambre des représentants. Kamala Harris, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est il y a Donc il pourrait avoir les Kamala pleins Harris qui est pouvoirs. élue. Kamala Harris, même si elle est élue, elle ne pourra pas agir comme elle le souhaite, elle devra passer par des executive orders ou autres. Et ça, c'est quand même une information à retenir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nouvelle vague rouge qui semble apparaître lorsqu'on se base en dehors des systèmes de sondage habituels qui ont toujours eu un biais pro-démocrate. Ouais, ce qui explique donc ce que David Lane vient de nous expliquer. Vous allez pouvoir réagir maintenant, David Lane, c'est-à-dire ce nouveau discours antifasciste, Hitler, Staline, et j'en passe. Merci Raphaël. David. Alors, comme le disait Raphaël, les sondages ont toujours sous-estimé Trump. En 2016 et 2020, en gros, à l'échelon aussi bien national que dans les États pivots, la surestimation de l'adversaire de Trump ou la sous-estimation de Trump était de 3 à 4%. Donc, à l'heure actuelle, les sondages officiels, la moyenne des sondages officiels que suit en direct Real Clear Politics, dont a parlé Raphaël, donne une égalité plus ou moins, ou peut-être plus 1 à Kamala Harris au niveau national, mais c'est pas ça qui compte, c'est les grands électeurs. Et dans les États pivots, un avantage global léger, mais cependant à Donald Trump. En sachant donc qu'on peut on peut estimer que si les erreurs des sondages sont similaires en 2024 à ce qu'elles ont été en 2020 et 2016, Trump en réalité est à 3% au-dessus de ces sondages. Donc si Kamala Harris au niveau national est donnée à plus 1 ou plus 2 et qu'en réalité Trump est sous-estimé de 3 points, c'est lui qui, même au niveau national, serait en tête. Alors, il serait probablement étonnant que Donald Trump remporte le suffrage universel à l'échelon national.
et c'est de toute façon pas ça qui compte. Mais pour ce qui est des États pivots, en effet, il est à l'heure actuelle, et là je parle des sondages, non pas de Polymarket, en tête, d'après la moyenne des sondages. Aussi par catégorie, quand on regarde les catégories, Kamala Harris, par exemple, chez les Noirs américains, d'après les sondages, elle est entre 60 et 70% des voix. Biden était au-dessus de 80, 82, il me semble, et elle est donc très en retard. Chez les hispaniques, elle est aux environs de 50-52%. Biden était à 60-65%. Chez les jeunes, elle a fait beaucoup moins bien que Biden. Donc, par catégorie aussi, elle est très en retard par rapport à ce que Biden a fait en 2020. Et Trump, lui, par contre, est très en avance par rapport à ce qu'il avait fait en 2020. Raphaël ? Si je me permets juste pour compléter ce que vous venez de dire, qui est très, très important, monsieur Hell, je n'utiliserai pas le terme en retard, c'est qu'il y a une chute historique d'un certain électorat, normalement, qui est pro-démocrate, notamment pour le vote afro-américain. La chute qu'il y a actuellement est extrêmement importante et c'est quand même une nouveauté, normalement, lorsqu'on voit les catégories qui ont eu des intentions de vote plutôt traditionnelles. Là, par exemple, pour la communauté afro-américaine, c'est vrai qu'il y a une baisse extrêmement importante qui était au-delà des 80%, mais là, qui a fortement diminué. Donc, je comprends le terme ralentissement, mais je préfère là, moi, faire preuve d'un petit peu plus de joie face à un échec un petit peu plus démocrate. On voit en tout cas une chute qui est importante à noter. Oui, c'est vrai, David. c'est vrai. Bon, c'est une question d'interprétation. Personnellement, je préfère attendre un peu d'avoir les confirmations au jour de l'élection et qu'on ait les On études verra, voilà. par catégorie. Très certainement, en effet, Donald Trump va faire nettement mieux auprès des Noirs et des Hispaniques qu'en 2020 et qu'en 2016. J'attends juste la confirmation, mais disons la direction est bonne. Alors, il reste 2 points, une dizaine de minutes, que je souhaite encore évoquer. Peut-être le premier point, David Laine, ce fatras de codes électoraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme en France, un code électoral, c'est le même partout. Ah non, il y a des fois, vous devez montrer votre carte d'identité, des fois, vous ne devez pas, des fois, vous avez le droit de voter après l'heure, parfois, c'est beaucoup plus strict. Vote par correspondance, machine, et puis le droit électoral, et puis même le juge du contentieux. Parce qu'évidemment, on rappelle, tout est électif, ou presque, aux États-Unis, dont le juge. Donc souvent, vous avez un comté démocrate, vous avez un juge démocrate. Alors vous trichez, oui, mais bon, le juge, s'il y a des liens avec les fraudeurs, il ne va pas obligatoirement regarder là où il faut regarder. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, nous expliquer un petit peu, parce que ça explique beaucoup de la facilité à frauder? Voilà, David. alors aux États-Unis, il faut savoir que donc, les États-Unis ont une constitution et chaque État a sa propre constitution. Et la constitution des États-Unis dit que en fait, chaque État choisit la façon dont il gère leurs élections, y compris les élections fédérales. L'État fédéral, lui, peut juste vérifier en cas de problème s'il y a eu des fraudes. Par exemple, le FBI peut enquêter pour les élections fédérales. Mais pour toutes les élections organisées par les États, elles dépendent du code électoral voté par les sénateurs et les représentants de chaque État, puisque les États-Unis ont des représentants et des sénateurs fédéraux, mais chaque État a ses propres représentants et ses propres sénateurs. Et en fait, à l'échelon même local, le règlement, alors les lois électorales de chaque État fait ses lois électorales, mais les règlements donc, qui indiquent comment fonctionne un bureau de vote, quelle taille doit avoir le bulletin de vote, etc., ce sont les juridictions électorales qui les choisissent. Et il y en a 10 000, plus de 10 000 circonscriptions électorales aux États-Unis. Et chacune d'entre elles choisit son mode de fonctionnement. Qui va, par exemple, vérifier les listes électorales, quelle taille auront les bulletins de vote, dans quel ordre les candidats seront mentionnés sur les bulletins de vote, est-ce qu'il y aura un vote anticipé, pendant combien de temps est-ce qu'on va voter avant l'élection, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, est-ce que les bulletins de vote sont comptabilisés par correspondance, doivent être arrivés à 20h le soir même, ou la veille, dans certains États c'est la veille, le jour même de l'élection, c'est que le vote physique. Les bulletins de vote doivent être arrivés la veille au soir. Donc, est-ce qu'on a le droit d'avoir des boîtes de dépôt de bulletins de vote dans les rues, les ballot drop boxes, qui sont un procédé, une faille énorme, évidemment, ou non? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des mobile voting centers? Dans certains États, il y a des bureaux de vote mobiles, par anticipation. C'est des petites camionnettes ou des camions ou des remorques, dans certains cas, avec des employés électoraux dedans, dans lesquels les gens vont voter physiquement par anticipation, et ces camionnettes stockent les bulletins papier après qu'ils étaient scannés, et les clés USB des scanners qui stockent de façon cryptée les résultats provisoires. Mais ces camionnettes, elles se déplacent, et pendant tout ce temps-là, ces bulletins, il n'y a pas d'observateur. Alors je ne dis pas qu'ils sont volés, mais il y a une possibilité.
Les bulletins sont dans des camionnettes, les clés USB stockant les résultats de façon cryptée sont dans ces camionnettes, ces bureaux Mobile Voting Center, bureaux de vote mobile. Il y a donc pas du tout comme en France, on ne voit pas ce qui se passe entre le moment où la voix est insérée dans le processus électoral et le moment où elle est comptabilisée. Donc ça, ces juridictions choisissent exactement ce qu'elles veulent. Ouais. Et les États adoptent les lois électorales. C'est un énorme fatras. Il faut savoir qu'en 2024, pendant les 9 premiers mois de l'année, donc janvier à septembre, il y a eu 1792 projets de loi électorale déposés dans 44 États par les législateurs pour modifier les lois électorales. Juste avant. Voilà. C'est louche. Et c'est d'autant plus grave, il est d'autant plus important d'avoir aux États-Unis des élections sécurisées, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a montré, que les Américains élisent un nombre énorme de personnes. Je me base sur les données disponibles, les Américains élisent 500 000 responsables, c'est absolument gigantesque, dans 80 000 institutions. La France étant 5 fois moins peuplée, c'est comme si nous, en France, nous élisions 100 000 responsables. C'est énorme. Bien sûr. Alors, il faut savoir que donc, au niveau d'État fédéral, bien sûr, ils votent pour le président et le vice-président, les représentants et les sénateurs. Au niveau de l'État, ils votent pour le gouverneur, qui est l'équivalent du président, le lieutenant-gouverneur, qui est l'équivalent du vice-président, les représentants, les sénateurs, et ensuite, ils votent, par exemple, pour la plupart des membres du gouvernement. Alors, ça varie dans chaque État, là aussi. Dans certains États, les membres, dont je vais citer les noms, sont élus, dans d'autres, ils sont désignés. Donc ils votent pour le ministre de la Justice, le trésorier, le contrôleur, le ministre de l'Éducation, par exemple. Et au niveau, enfin, de la ville et du comté, ils votent pour énormément de dirigeants. Le chef de la police, le percepteur des impôts, le chef des pompiers, les membres des conseils scolaires, le responsable de la voirie, les responsables des chemins de fer, le responsable des ressources naturelles, le responsable des égouts, et même, dans certains États de la côte Est, pour le responsable des arbres publics, qui va vérifier s'ils sont bien alignés, s'ils sont en bonne santé, etc. Et ils élisent aussi les juges municipaux, les juges de district, les juges de familiaux, les juges, y compris des cours suprêmes de chaque État. C'est dire à quel point il est important, il est capital d'avoir des élections sécurisées, puisque tous ces gens-là sont élus. Alors, en théorie, c'est remarquable de pouvoir élire tellement de personnes. Ça donne un pouvoir énorme aux électeurs. Mais cela oblige, à contrario, d'avoir des élections extrêmement sécurisées, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Merci David Lehne. Un dernier élément, 1 minute et 2 minutes pour David Lehne. Par rapport à tout ça, Raphaël, dites-nous, selon vous, quelle est la faille principale qu'il va falloir observer lors de ces élections, s'il y a risque de fraude et s'il y a un élément particulier qu'il faut observer à la loupe lors de ces élections qui vont avoir lieu dans quelques jours. À mon avis, c'est ce qui d'ailleurs a représenté une stratégie très importante à mettre en place le camp démocrate, c'est sur les problématiques d'identité pour le vote. Je pense que ça va surtout être ça, on ne peut pas savoir, avec cette vague migratoire clandestine, c'est-à-dire le nombre de votes surprises qui pourront apparaître. On ne peut pas du tout le jauger. Donc ça peut apporter une grande surprise, et quand on voit ce qu'a pu faire, donc je le rappelle, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, c'est-à-dire d'interdire de présenter une pièce d'identité, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes, même si on sait que la Californie de toute façon sera démocrate. Ça montre qu'il y a quand même un système qui est mis en place pour laisser cette faille grande ouverte et même la voir agrandie, et en espérant même que quelque chose puisse en sortir qui sera dans l'intérêt des démocrates. Moi, je pense que c'est principalement cet aspect-là qu'il faudra surveiller. Après, on n'a pas trop parlé pendant cette émission, peut-être que Eden, dans sa conclusion, pourra faire une petite phrase rapide. C'est aussi évidemment la notion de vote électronique de manière générale, comme j'en avais parlé au début, c'est-à-dire les notions plutôt d'algorithme, comme on avait pu l'observer lors des précédentes élections, avec l'Arizona, encore une fois, si vous regardez par vous-même les images, vous voyez ce qu'on appelle normalement une courbe, qui là n'était pas une courbe, mais un bel angle droit qu'on a pu observer pour la modification tout simplement des votes. Ça aussi, c'est peut-être un des facteurs qui peut jouer. De toute façon, ce sera multifactoriel, mais pour moi, le facteur principal, c'est là où il y a le plus grand inconnu, c'est-à-dire cette vague migratoire et le fait qu'il n'y ait pas de vérification d'identité. Donc, tout le monde peut voter. On ne sait même pas qui peut voter et combien de nombres. Bon, merci Raphaël Beslu. Je vous remercie déjà, parce que je n'aurai pas le temps, pour votre participation dans ce livre journal Géopolitique profonde. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la publication. On rappelle évidemment la revue Géopolitique profonde et la nécessité de s'y abonner. Merci beaucoup Raphaël. David Lehne, vous concluez.
Comme le disait Raphaël, le problème de la présentation des pièces d'identité est évidemment capital. Il faut savoir que la Californie est de toute façon perdue par les républicains, bien entendu, mais qu'en Californie et en Pennsylvanie, qui sont donc par contre un État donc pivot, ces deux États délivrent des permis de conduire, y compris aux clandestins. Oui. Et les clandestins, ensuite, en Pennsylvanie, peuvent voter sans présenter. Les électeurs en Pennsylvanie votent sans présenter de pièce d'identité. Donc en Pennsylvanie, il y a des risques. Évidemment, on ne pourra jamais savoir combien ont voté illégalement, s'il y en a qui votent illégalement, mais c'est en tout cas une faille énorme qui existe en Pennsylvanie, puisqu'elle fait partie des 14 États où il n'y a pas d'obligation de présenter une pièce d'identité pour voter. Ensuite, concernant le vote électronique, c'est pareil, on ne peut rien prouver. Ce qui rentre dans la machine est anonymisé par l'électronique, et donc il est impossible de prouver quoi que ce soit. Personnellement, je pense que c'est moins que l'électronique, c'est le vote par correspondance qui est toujours un très grand danger en raison des risques d'interception, de destruction, de modification. Merci beaucoup David Laine pour toute cette expertise. On a hâte d'avoir les résultats et de vous avoir et de vous entendre à nouveau. On fera des émissions spéciales évidemment sur ces élections et on fera appel à vous à ce moment-là. Merci beaucoup, cette émission s'achève. Merci pour votre invitation. Merci Raphaël, merci évidemment Claudia, et nous disons pour ce qui nous concerne avec les auditeurs de Radio Courtoisie à la semaine prochaine. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.